Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. C'est parti pour la campagne de déclaration de revenus 2021. Comment l'effectuer? Quelle date retenir? Tout ce qu'il faut savoir sur cette déclaration avec notamment Florent Guérel, directeur du pôle gestion fiscale à la direction des finances publiques, notre invité ce soir. Devenir ambulancier tout en se formant à Mayotte, c'est désormais possible. La formation est financée par le département, conduite par l'Institut Aftral et bénéficie à 24 élèves pour cette première promotion. Elle, c'est Nasran Bakar, championne de France d'athlétisme. Lui, Jassim Amada, tous deux licenciés au Racing Club de Mamoudzou. Leur objectif, représenter Mayotte en 2023 à Madagascar. Nous les avons suivis lors d'une séquence d'entraînement. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. À l'heure où les prix augmentent tout azimut, une denrée très prisée pendant ce mois de Ramadan semble plutôt stable, le prix du poisson. Comment expliquer cela? Chafanti Alibakou et Daniel Abdou se sont penchés sur la question. Du poisson frais au prix juste. Le pari de la coopérative de pêche de Mtsapéry. Durant ce mois de Ramadan, toutes les espèces sont vendues au prix unique de 8 € le kilo. Une bonne surprise pour les clients. Ce n'est pas cher du tout. Il est vidé, préparé avant de nous être donné. Donc vraiment, je n'ai aucun regret. On assiste à une hausse du coût de la vie. Les pêcheurs doivent supporter l'augmentation du prix du carburant. Alors, comment peuvent-ils proposer des prix aussi bas? Nous essuyons des pertes, mais heureusement que notre coopérative bénéficie d'une aide de l'Union européenne. Elle est de 2 € par kilo de poisson pêché. Ils viennent tous les mois pour compter les bénéfices et les kilos de poissons que nous avons pêchés. Cette aide européenne destinée aux membres de la coopérative passerait à 2,90 € par kilo de poisson au mois de juin. Cette poissonnerie, elle, maintient ses prix depuis 2 ans. Multiplier les volumes de pêche et favoriser les poissons de faible profondeur permet d'amortir les coûts. Nous pêchons le thon, l'espadon, le marlin et nous n'avons pas besoin d'aller très très loin, donc de consommer beaucoup de carburant. Si nous allions Zélé, Geyser ou plus loin, effectivement, nous aurions beaucoup plus de coûts, mais on pêcherait certainement moins d'autres types de poissons, notamment des poissons benthiques, mais qui seraient beaucoup plus chers à la vente. Captain Alandor diversifie son offre avec des découpes à 4,99 € le kilo pour les foyers les plus modestes. Pour le poisson en tranche, l'addition est plutôt salée. Vous êtes donc prête à y mettre le prix alors? Moi, comme j'adore le poisson, oui, c'est sûr. L'enjeu pour les pêcheurs, les poissonniers, c'est de jongler pour rester dans le pouvoir d'achat et s'assurer d'avoir des clients. Sans transition, ça y est, la campagne de déclaration de revenus 2021 est ouverte. Si vous la faites en ligne, vous avez jusqu'au 8 juin. Pour la version papier, c'est un peu plus tôt, le 19 mai. Les précisions d'Ilona Youssoufa Medmatoir. Une corvée pour certains, une routine pour d'autres. Vous pouvez d'ores et déjà remplir votre déclaration d'impôt. Comme chaque année, certaines mesures prises durant l'année écoulée apportent quelques modifications à ces déclarations. Pas beaucoup de nouveautés, mais seulement on a revu à peu près les fourchettes d'imposition, on a revu le barème kilométrique, on a aussi mis en place la revalorisation de frais de télétravail. Vous savez, en 2021, il y avait beaucoup d'usagers qui ont télétravaillé. Donc nous sommes vraiment dans la continuité de la campagne 2021. Et si vous ne souhaitez pas déclarer par le biais d'Internet, la version papier existe toujours. La déclaration peut être déposée sur place. Nous avons mis en place toute une organisation, notamment des boîtes aux lettres dans lesquelles on peut glisser ces déclarations-là. Mais nous conseillons vivement les usagers à télédéclarer. Cette procédure leur permet tout de suite d'avoir l'avis de situation fiscale derrière. S'ils ont des difficultés pour accéder à leur compte en ligne, bien évidemment, nous pouvons, via un dispositif, la documentation, leur fournir les documents, les identifiants pour accéder à leur ligne. À Mayotte, vous avez jusqu'au 19 mai, minuit, pour remplir votre déclaration si vous optez pour le formulaire papier. Si vous choisissez la déclaration de revenus en ligne, la date limite est fixée au 8 juin, minuit. Et avec nous sur ce plateau, je vous le disais, Florent Guérel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du pôle gestion fiscale à la DERFIP de Mayotte, la direction des finances publiques. Alors le fisc a alerté ces derniers jours sur la vigilance, à voir notamment s'agissant des faux mails. Est-ce que vous nous assurez ce soir que le problème est réglé, que tout est sous contrôle pour commencer ?
Alors, le problème est réglé. Pour autant, des courriels frauduleux peuvent toujours arriver. Nous demandons aux contribuables de faire attention, de bien regarder l'adresse Internet et surtout de ne jamais communiquer en retour de mail leur RIB ou leur information fiscale. Parce que c'était ça qui était demandé, c'est bien ça? Souvent, c'est ça pour effectivement détourner des fonds ou accéder à de l'information fiscale personnelle. Alors ici, à Mayotte, vous avez en tout cas un problème plus spécifique, le problème d'adressage. Oui. Qu'est-ce que cela implique, cela induit pour vos services? La difficulté, c'est de se rapprocher, entre guillemets, de l'usager pour pouvoir rendre le service public. Et quand nous n'avons pas une adresse précise, il est difficile, d'adresser des courriers quand les usagers ont du mal avec les services Internet, par exemple. C'est difficile aussi d'asseoir l'ensemble des impôts locaux, comme les taxes d'habitation ou les taxes foncières, si effectivement l'adresse est mal définie. Donc c'est très important, vous demandez donc forcément à vos déclarants de bien spécifier leur adresse. On peut aussi lire cette mention sur vos documents, cela m'a un peu étonnée. Un avis d'imposition ne constitue en aucun cas un justificatif de domicile. Pourquoi cette précision et est-ce que cette précision est faite qu'ici à Mayotte? Non, alors la précision est souvent faite principalement à Mayotte car c'est du déclaratif. Donc nous ne vérifions pas, nous ne pouvons pas systématiquement vérifier la réalité de l'adresse. Donc auprès des autres administrations, l'adresse qui est portée est l'adresse qui est déclarée. Ce n'est pas forcément la réalité de l'adresse. Notamment à Mayotte avec l'adressage qui a été réalisé par les communes et les changements d'adresse qui sont notables. Bon nombre de Mahorais utilisent encore une adresse ancienne. On a encore des déclarations à la rue du Commerce, par exemple, à Mamoudzou, alors que c'est le boulevard Ali Selemani. Ce type d'adressage est encore peu assimilé par l'ensemble de nos usagers mahorais. Alors, j'ai vu qu'il n'y avait que 74 000 déclarants l'année dernière. Vous me direz si je me trompe. Cela paraît vraiment très peu. Est-ce que le nombre de déclarants, ou du moins ceux qui payent des impôts, augmente un peu chaque année, d'une année à l'autre, ou cela reste quasi stable depuis quelques années? Non, ça augmente beaucoup. Au niveau des déclarations, on a plus 25% de déclarations pratiquement tous les ans depuis 4 ans. On a eu 94 000 déclarations, ce qui correspond à 75 000 à peu près, 75 000 déclarants, parce qu'un déclarant peut faire une déclaration 2042 classique, une déclaration pour les revenus fonciers. C'est pour ça qu'on a plus de déclarations que de déclarants. Pour autant, 74 000 déclarants, c'est 74 000 foyers fiscaux. Ce n'est pas 74 000 personnes. Un couple, c'est 2 personnes. Un couple et 5 enfants, comme c'est souvent le cas à Mayotte, c'est 7 personnes. Donc ces 74 000 déclarants, ces 74 000 foyers fiscaux correspondent à beaucoup plus de personnes. Mais ça semble quand même très peu par rapport à la population. Non, la population est estimée à peu près à 300 000 personnes. Plus de la moitié de la population a moins de 18 ans et n'est donc pas redevable. Donc on est déjà à 150 000 personnes adultes. Ces 150 000 personnes adultes, vous avez bon nombre de personnes qui ne déclarent pas, soit parce qu'ils n'ont pas de revenus et qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent bénéficier d'aide à travers la déclaration. Vous avez tous les couples mariés, vous avez aussi les personnes indigentes qui déclarent comme personnes à charge au sein d'un foyer fiscal. Ceci peut expliquer effectivement le fait qu'on n'a pas 150 000 déclarants, c'est-à-dire les 300 000 divisés par 2, mais on s'en approche. 300 000 personnes, 150 000 adultes, 2 personnes par foyer fiscal, 75 000 personnes. Donc vous voyez, il n'y a pas que des couples, parce qu'il faut être marié civilement, mais on se rapproche certainement de la réalité démographique de l'île. Merci beaucoup Florent Guérel d'avoir été avec nous ce soir pour nous parler donc de la déclaration fiscale, des problèmes aussi que vous rencontrez par rapport à ça. Merci beaucoup. C'est une première à Mayotte, première fois qu'est organisée une session de formation au métier d'ambulancier, à l'issue de laquelle les élèves diplômés se verront remettre leur DEA, diplôme d'état d'ambulancier. Cette première promotion compte 24 élèves. À Passamainti, le reportage d'Hachim Seydachim, Assadi Razafité. La majorité de ces élèves viennent du Pôle emploi. Les autres sont envoyés par des entreprises ambulancières. Dans cette formation de 455 heures, ils partagent la même ambition, devenir ambulanciers.
les femmes peuvent aussi avoir leur place. Il n'y a pas un métier d'homme, il n'y a pas un métier de femme. Du moment que ce métier-là t'intéresse, tu as envie de bosser là-dessus, il ne faut pas se mettre de frein. Ça m'est venu quand j'ai aidé mon grand-père quand il était malade. C'est-à-dire je faisais l'ambulance en parenthèse. C'est-à-dire que je l'aidais, je le mettais en place dans le véhicule pour ses soins. Du coup, je faisais l'aller et le retour. De base, je voulais passer le DEA là, en métropole à Orléans. Mais comme il n'y avait pas de place, j'ai passé auxiliaire. Après, je me suis dit, je fais 1 an, 2 ans. Après, je passe DEA pour pouvoir travailler au CHM à Mayotte. Passer son diplôme à Mayotte est une aubaine pour ses élèves ambulanciers, une chance que l'ancienne génération n'a pas eue. On était obligé de partir à Métropole ou à La Réunion. Et tout ça, c'est des difficultés de plus. Si on part pour apprendre, surtout pour travailler, pour avoir son DEA, c'est compliqué. Mais eux, ils ont la chance d'être à Mayotte. La chance de réaliser leur formation pratique et théorique à l'Institut et en entreprise à Mayotte. On a des cours portant sur la réponse à l'urgence, sur la manutention, sur l'hygiène, sur la réglementation, la communication. Et donc, tous les élèves, pendant 13 semaines, 455 heures exactement, vont suivre ce cursus de formation. Dans ce groupe, 19 personnes demandeurs d'emploi ont bénéficié d'une formation découverte du métier avant d'intégrer l'Institut. Ça fait partie des métiers qu'on appelle les métiers porteurs d'emploi aujourd'hui. Jusqu'à il y a quelques années, les ambulanciers restaient vraiment dans le secteur public, salariés du CHM. On a vu depuis ces 5-10 dernières années la création effectivement d'ambulations privées, d'ambulances privées, puisque le besoin était là. Cette nécessité doit répondre aux besoins du marché de l'emploi local. La plupart des personnes aujourd'hui détenteurs de ces diplômes ne travaillent pas dans le privé, alors que depuis 2021, ils ont obligation d'avoir un certain nombre d'ambulanciers diplômés d'État dans le privé. Donc il a fallu absolument et rapidement depuis 2021 mettre en place cette formation de manière à ce que nous puissions répondre à cette obligation. L'Institut de formation Aftral espère atteindre un taux de réussite d'au moins 90%. La formation s'achèvera par la remise des premiers diplômes d'ambulanciers le 22 août prochain. L'actualité, c'est aussi ce petit tremblement de terre ressenti tout à l'heure à Mayotte, un peu avant 16h. Séisme de magnitude 4, son épicentre était à 30 km à l'est de Dzaouzdi et 46 km de profondeur. Écoutons à ce propos Ludivine Sadeski, ingénieure géophysicienne au BRGM. Elle est au micro d'Andy Rakotondavola et Youssouf Ahmed Matouar. C'est un tremblement de terre qui a une magnitude de 4,1. Qui est directement lié à l'activité volcanique qu'on voit depuis 2018. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, les séismes, on ne les ressent plus aussi régulièrement qu'avant, mais on enregistre quand même 10 à 15 séismes quotidiennement. Et on ne ressent pas ces séismes parce qu'ils sont une force trop petite pour être ressentis, mais de temps en temps, ils ont une force assez forte pour être ressentis par la population mahoraise. Vous pouvez suivre les activités des scientifiques sur le Facebook du Révosima, donc réseau de surveillance sismologique et volcanologique de Mayotte, où vous pourrez voir donc les bulletins qui sont publiés à chaque séisme ressenti pour avoir plus d'informations sur la localisation du séisme et sur comment il a été ressenti et quelle a été l'expertise des scientifiques. L'actualité internationale en bref maintenant avec ces images qui nous parviennent d'Afrique du Sud où de fortes précipitations ont provoqué des inondations sans précédent. Au moins 300 personnes ont perdu la vie dans la région de Durban. Plus de 6000 maisons endommagées ou détruites. En 48 heures, il est tombé l'équivalent de 6 mois de pluie. On n'avait pas vu ça sur place depuis au moins 60 ans. D'autres averses sont prévues ce week-end, mais dans des proportions moindres que lors de ces derniers jours. Retour à Mayotte où récemment une délégation de l'école polytechnique était présente. Depuis lundi, on a celle de Sciences Po venue à la rencontre là aussi de collégiens et lycéens dans le cadre du dispositif des Cordées de la réussite. Mardi après-midi, c'est au collège de Kanikeli qu'a eu lieu des échanges entre les étudiants de Sciences Po et des élèves de 4e. Darwesh Daou, Maoulida Bouanaeri.
Devant ses élèves de 4e, ces 3 jeunes femmes venues du prestigieux Institut d'études politiques de Lille expliquent les principales étapes à franchir pour booster ces jeunes à avoir des idées précises sur les formations futures dans l'enseignement supérieur. La rencontre a toute son importance. Elle se déroule dans un collège d'éducation prioritaire avec beaucoup d'élèves venant des milieux sociaux parfois défavorisés. De quoi développer leur ambition et leur ouvrir des perspectives sur des études supérieures, donc à Sciences Po Lille par exemple. C'est très important pour les autres qui ne savent pas quoi faire plus tard. S'ils y vont, ils pourront débloquer plus d'options pour un métier plus tard. Qu'est-ce que tu penses faire ? Plus tard, j'aimerais être avocat. Je veux rentrer dans l'armée, mais je ne pense pas que ça soit possible, alors je m'intéresse plus à la politique. Avec l'expérience d'étudiante en Sciences Po, la délégation lilloise trouve ici les aspects méthodologiques pour motiver ses futurs cadres. Les encourager à observer ce qui se passe autour d'eux, d'avoir un regard un peu lucide sur le monde qui les entoure en fait. C'est possible d'aller à Sciences Po même si c'est éloigné dans l'espace et dans le temps, et pour montrer que c'est possible et qu'ils ont chacun en eux une richesse culturelle très importante, et ils ont tous un parcours à valoriser et qui est très intéressant et qu'il faut exploiter au maximum parce qu'ils sont tous capables d'y arriver. Pour aider les élèves à forcer leur destin, leurs professeurs les sensibilisent en premier lieu autour d'un projet. Ici, là, c'est mettre en lumière le territoire de Mayotte, donc sur un angle journalistique, mais on a aussi travaillé sur d'autres supports, comme sur un jeu vidéo, sur la découverte du patrimoine mahorais, avec le professeur de technologie. Et on a aussi travaillé sur la rédaction d'un guide touristique à partir de toutes les visites qu'ils ont pu faire sur des sites comme l'usine à sucre de Soulou, le Mont Chongui, le musée du sel de Bandrélé. Et pour le rectorat, la cordée de la réussite passe également par l'engagement des familles. J'appelle les parents à adhérer à ce dispositif et à faire en sorte que leurs enfants puissent voir ce qui se fait au sein de ces dispositifs cordés de la réussite. Ce partenariat va certainement ouvrir de grands horizons à la jeunesse mahoraise. 23 établissements du département, lycées et collèges sont engagés dans ce dispositif. Après plusieurs mois d'absence, ils sont de retour. Les athlètes Nasran Bakar et Jassim Hamada sont à Mayotte depuis 15 jours pour préparer leur saison estivale, avec, dans leur viseur, les Jeux des îles 2023 de Madagascar et ses médailles. Aurélien Février, Géraldine Lui et Far Hosseini étaient avec eux à l'entraînement hier à Cavani Stade. Regardez. Top départ pour la séance du jour. Donc aujourd'hui on est sur une petite séance de sprint. Par rapport à ce qu'on peut faire d'habitude, c'est assez facile, même si nerveusement il y a beaucoup d'engagement à faire. La préparation se poursuit pour les athlètes du RCM. Là on est en début de saison, donc en fait il y a quasiment tout à faire. Là les compétitions en France débutent mai et la saison proprement dit c'est vraiment juin. Donc là on est vraiment en prépa et on a tout à faire en fait. Du sprint également pour Jassima Hamada, faute de sautoir à Cavani, lui qui défendra Mayotte au saut en longueur aux Jeux malgaches dans un an. La particularité avec le saut en longueur, c'est qu'on est aussi sprinter. Donc là ici sur Mayotte, je profite d'avoir la piste, on va dire, pour travailler le sprint. Et ensuite quand on va partir à La Réunion, je vais axer 70% de ma préparation sur le saut en longueur. Le médaillé d'or en 2015 à la longueur fera également partie du relais mahorais de retour aux Jeux des îles. Et dès maintenant, tous les détails comptent à l'image du passage de relais. Tu étais là et tu fais hop, non, hop, il met sa main, tu transmets. Direction La Réunion dès demain pour le premier stage de préparation aux Jeux 2023 avec l'ensemble de la sélection mahoraise. Il y a aussi une notion de cohésion, puisqu'ils sont en métropole pour la plupart, à Mayotte pour 2 ou 3 et à La Réunion. Tout à l'heure, je parlais d'un relais. Un relais, c'est quand même une équipe dans un sport individuel, mais il faut quand même une cohésion, il faut une confiance, une connaissance de l'autre, et ce stage va apporter ça. Car l'athlétisme veut retrouver à Madagascar le goût des médailles savourées à La Réunion en 2015 et oubliées depuis 2019 à Maurice. Au revoir tout le monde.
Et avant de nous quitter, cette information pratique pour les habitants de Mtsamboro et Mtsangadoua. L'eau sera coupée dans ces villages de 20h ce soir à 5h du matin demain, toujours dans le souci de remplir les réservoirs de tête dans le secteur, nous dit la SMAE. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre attention. Demain 13h, Siti Daroussi pour le journal de la mi-journée. Mais tout de suite, la météo, on se retrouve juste après pour le journal en mahorais. Très belle soirée à vous avec nous sur La Première.